Comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, j'ai vécu un bouleversement dans ma vie au moment de l'équinoxe en mars 2019. À ce moment-là, je suis revenue vivre avec mon mari et ma fille à Tahiti après 11 ans de vie en France. Avec ce nouveau séjour, je démarre également un nouveau projet professionnel, celui de créer une école démocratique pour libérer les enfants de toute programmation et formatage avec lesquels je suis de plus en plus réfractaire. C'était le moment aussi pour moi de m'ouvrir à une autre réalité qui consistait à explorer les modèles alternatifs autour de l'alimentation, la consommation et l'éducation. Je me mets instinctivement à faire du zéro déchet, à bannir le fluor de ma vie, à investir dans une fontaine à eau par gravité, à fabriquer mon déodorant et mon dentifrice, à découvrir l'alimentation vivante sans pour autant relier ces nouveaux comportements à une quelconque forme de spiritualité. Issu d'une famille athée, le prêtre ayant officié à notre célébration de mariage m'avait signifié que j'étais quelqu'un de spirituel selon lui déjà en 1997. N'étant pas sensible aux compliments, j'avais alors continué ma vie sans me poser trop de questions sur la raison de notre présence ici sur Terre, la vie après la mort, ou bien encore l'existence d'autres civilisations ailleurs dans l'univers. Septembre 2018, je participe à une réunion des colibris à Papeete et j'y rencontre Mathieu qui nous partage son sentiment d'urgence concernant l'effondrement de notre société. Il nous partage la référence du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. À cette période, je suis en train de lire le livre de Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, qui n'est pas plus optimiste s'agissant de notre avenir commun. Je suis étourdie par ces nouvelles découvertes, car même si j'entends parler de 6e extinction de masse, je me dis que ce n'est pas encore pour nous les humains. En tous les cas, ce n'est pas pour moi, ni pour mes enfants, ni mes petits-enfants. Jusque-là, je ne me sens pas concernée. Et puis je découvre la chaîne Next sur YouTube, ainsi que la collapsologie. On y voit notamment un ancien ministre corroborer la théorie selon laquelle on va droit dans le mur et qu'au lieu de faire demi-tour, on appuie sur l'accélérateur. Il y aura sans doute des événements dramatiques au point de vue humain. Je ne veux pas en dire plus, mais on en a connu au XXe siècle, au moins 2 grands. Et donc ces événements dramatiques feront qu'une des principales préoccupations des humains qui survivront dans les années 30, 35, 40, 45, dans une vingtaine d'années, ce sera comme disait le Christ peut-être il y a plus de 2000 ans, de s'aimer les uns les autres. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. Voilà qui résume l'un de vos messages, Pablo Servigne. Oui, exactement. Notre livre, c'est vraiment une invitation à s'en rendre compte, donc à le comprendre, ce message. On fait une sorte de synthèse scientifique des dernières années, mais ça va au-delà. C'est surtout une invitation à l'accepter. Et plus Ouais, bon, alors vous ne donnez pas dans le livre la date de l'effondrement, mais pour vous, ça ne saurait trop tarder. D'ailleurs, vous vous appuyez sur votre intuition. C'est vraiment sérieux, ça, de se fier à ses intuitions, Pablo Servigne ? C'est tout à fait sérieux. En fait, tous les indices qu'on rassemble dans ce livre, les preuves, les indices, les chiffres, ne peuvent pas nous donner avec certitude la date de l'effondrement ou même le fait que ça va s'effondrer. On ne peut pas avoir la certitude. Scientifiquement, on ne peut pas. Par contre, ça affine notre intuition. Et selon les collapsologues, donc les personnes qui sont passionnées, les geeks de l'effondrement, et il y en a de plus en plus, eh bien, ils peuvent affiner leur intuition et donner une date. Et vous en êtes où dans le calendrier ? Alors aujourd'hui, mon intuition, elle est... C'est une bonne question parce que ça varie. Je suis plus du tout dans les 2050, 2100. Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030. Avant 2020 ? Et sûr avant 2030. Voilà ma fourchette. Les têtes des animateurs radio sont déconfites, et la mienne aussi. Ça fait combien d'années que ce mec étudie le sujet ? Combien a-t-il écumé d'études scientifiques pour écrire son livre ? Je suis abasourdie, et je commence à ressentir un poids dans la poitrine. Le soir même, j'en parle à Franck, mon mari, en lui disant qu'il nous faut acheter un terrain cultivable le plus tôt possible. Il me rit au nez en me disant « Mais tout ça, c'est des conneries !» À partir de ce moment-là, je deviens obsessionnelle compulsive avec YouTube, qui devient ma principale source d'information. La question qui m'obsède est la suivante.
si nous devons finir comme des rats après avoir pillé toutes les ressources planétaires, si nous devons mourir de faim, de maladie ou de guerre, si l'épilogue de notre histoire d'humain devait s'arrêter comme cela, sur une fin si peu glorieuse, alors, quel est le sens de la vie sur Terre ? Pourquoi vivons-nous ? En poursuivant mes recherches sur Internet, je découvre un peu chaque jour des nouvelles révélations concernant la véritable histoire de notre humanité, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Je passe par de nombreuses émotions, la peur, le désespoir, l'excitation, le doute. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je suis perdue car je n'ai pas grand monde avec qui partager ces nouvelles informations qui n'intéressent que moi. Par ailleurs, certaines découvertes m'orientent vers une dimension plus spirituelle. Et c'est finalement en investiguant le monde de la spiritualité que je vais trouver l'apaisement. Voici les informations récoltées qui m'apaisent. Nous sommes des âmes venant d'un grand tout, qu'on peut appeler la source, Dieu, la vie, l'univers. Nous venons nous incarner sur Terre pour vivre une expérience humaine dans la matière. Notre âme choisit la famille dans laquelle elle vient s'incarner et décide du chemin à vivre dans cette incarnation pour pouvoir évoluer et grandir en conscience. Notre mission première est de spiritualiser la matière. Nous devons apprendre à transmuter nos peurs et traumatismes pour vivre dans le cœur et vibrer la joie et l'amour. Notre âme survit à la mort du corps car elle est éternelle. Nous sommes nombreux à avoir vécu de multiples vies terrestres. Comme nous subissons le voile de l'oubli au moment de notre incarnation, nous avons des guides et des anges pour nous aider à réaliser notre mission d'âme dans notre condition d'humain. Vivre l'expérience d'être incarné dans un corps humain nous limite dans nos perceptions. C'est pourquoi nous sommes tous des Tom Cruise suspendus à un baudrier, avec le reste de l'équipe assis bien au chaud, le cul dans l'estafette. Sauf que, comme nous sommes amnésiques, nous ne savons rien de ce que nous sommes, et ce pourquoi nous vivons présentement sur cette planète. Je découvre aussi que le hasard n'existe pas et que tout est écrit d'avance. Nous avons tout choisi avant de nous incarner. Notre famille de sang, notre prénom, notre nom, notre date de naissance, ainsi que l'heure, qui déterminera à la seconde près notre connexion avec les étoiles et leur énergie, et donc notre chemin d'existence terrestre. Notre amnésie débute le jour de notre naissance. Nous oublions que notre corps physique est un formidable véhicule ultra sophistiqué, grâce auquel nous pouvons apprendre à grandir en conscience en observant simplement nos ressentis. Nous avons oublié qu'une simple idée est un message de nos guides. Nous avons oublié que chacun d'entre nous a les mêmes capacités que ceux qui se disent canal ou médium. Nous canalisons à chaque instant des messages de l'invisible. Sauf que nous sommes tellement englués sous des couches d'ego que nous sommes incapables de discerner ce qui est lumineux en nous et ce qui est boueux et sombre. C'est juste une question de conscience. Nous avons oublié qui nous sommes depuis nos origines et nous laissons conditionner malgré nous par notre mental ego dès la petite enfance. On nous apprend à obéir, à nous couper de nos émotions, car c'est pas bien d'être triste ou en colère. On nous apprend qu'il n'y a rien après la mort et qu'il est normal de travailler la plupart du temps, au lieu de nous accomplir dans ce qui nous anime au plus profond de notre essence. Nous avons vécu jusque-là dans la troisième dimension qui est celle de l'ego, du contrôle, du chacun pour soi, de l'illusion, du matérialisme. La cinquième dimension qui est en train d'émerger est celle du respect de la nature, du partage, de la bienveillance, de la solidarité et de l'amour. Nous sommes donc des énergies qui vibrent certaines fréquences plus ou moins hautes. Plus nous vibrons les énergies d'amour, de joie, de gratitude, de plaisir, d'acceptation, d'ouverture, plus notre fréquence augmente et nous pouvons manifester ce que nous vibrons dans la matière. Plus nous vibrons de la peur, de la tristesse, de la jalousie, du jugement, et plus nous abaissons nos vibrations et nous attirons à nous les mêmes basses fréquences que nous avons semées. L'amour est la vibration la plus haute, tandis que la peur est la vibration la plus basse. Ce que nous vivons à l'extérieur de nous n'est que le reflet de notre intérieur. Nous attirons à nous, par notre énergie et notre vibration, des situations de vie que nous créons par nos pensées et émotions. Ma première connexion consciente avec mes guides s'est produite le dimanche 17 mars 2019. Je reçois alors ce message qui m'est adressé par l'intermédiaire d'une vieille âme médium qui est en train de m'initier à l'écriture intuitive les heures d'après.
Annabelle. Vivre sous les étoiles pour être inspiré à tout moment. Les étoiles sont là le jour et la nuit. Elles ne te quittent jamais. Elles guident ton chemin à tout instant. Regarde-les plus souvent et demande. Demande à recevoir la transmission. Demande à pardonner du passé et cueille chaque jour les nouvelles pousses, les nouvelles fleurs qui vont découler de cela. Permets-toi la fantaisie, les rires et les larmes de joie à tout instant. On veille sur toi et guide ton chemin sans cesse. Ce que tu crées n'est que le début d'une aventure, pas une finalité. Ouvre tes mains et reçois les dons que nous te faisons. Laisse éclore à foison, fais confiance et trace ta route avec délectation. Pousse toujours plus loin ce que tu crois être limite. Bon, ok, ils me disent qu'ils sont là depuis toujours, mais je ne sens pas leur présence. Demande à pardonner du passé, je ne comprends pas bien, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça, car je me sens totalement en paix avec mon passé. Donc bof. Et la dernière phrase, je ne la comprends pas non plus. J'ai plutôt l'impression d'être quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu et qui au contraire recherche le nouveau, en bonne Verseau qui se respecte. 10 jours plus tard, j'entre aux urgences psychiatriques de Tahiti. Oui, j'ai la sensation d'être sur un seuil. Et puis je vais entrer dans une pièce. Et j'essaie de me souvenir de la qualité qu'avait ceci quand nous étions enfants. Vous vous souvenez, quand nous allions entrer dans une pièce, ou quand nous essayions, par la porte entrouverte, de regarder ce qui s'y passait. Entrer vivant dans un nouvel espace, cet espace qui s'ouvre en cet instant. Y entrer vivant, y être vivant. Vous voyez, la plus grande calamité m'a toujours paru être celle de s'habituer à la vie, de s'habituer à être vivant. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et comment faire? Comment renouveler cette grâce à tout instant, ou du moins chaque jour, ou aussi souvent que possible, d'être dans cet émerveillement d'être que j'ai connu enfant surtout. Quand je tente d'être vivant, c'est toujours à l'enfance que je me relie. Je connaissais cette profondeur vertigineuse du réel quand j'étais enfant. Et je tente le plus souvent possible de le renouveler, de renouveler cette mémoire en moi. Vous savez, il n'y a rien de pire que dans notre société, cette perte de la profondeur, cette perte d'intensité. C'est le plus redoutable. Il n'y a pas pire.